Pour une raison qui est simple, c'est que nous, depuis très longtemps, les communistes, on propose qu'on ait un rassemblement des forces de gauche pour les élections législatives. On sait aussi que pour voter les lois, faire un gouvernement, la politique nationale en fin de compte, et sortir de cette logique de la présidentialisation à outrance de la vie politique, besoin d'un rassemblement de la gauche en tenant compte de ce qu'est le système électoral où malheureusement la proportionnelle aujourd'hui n'existe pas. Et il y a un enjeu à se rassembler pour avoir un beau projet de société et envoyer un maximum de candidats de gauche au deuxième tour. On aurait peut-être préféré que ça soit préparé, construit, plus en amont, plus avec les citoyennes et les citoyens. Mais n'empêche que nous, on a un programme, on a une équipe et on a des candidats sur tout le territoire national. Et nous prenons nos responsabilités dans le cadre de ce rassemblement, et avec un sacrifice réel qui est que nous n'aurons pas de candidats en Ille-et-Vilaine. Et donc très rapidement, j'ai retiré ma candidature. Je m'appelle Amandine, je fais partie d'une asso qui s'appelle Parents et Féministes, et on aimerait beaucoup savoir à quelle date toutes et tous les professionnels de l'éducation vont enfin être formés pour avoir des pratiques professionnelles en direction des enfants qui soient exemptes de stéréotypes sexistes. Merci. Question à laquelle je suis très sensible en tant qu'élu à la petite enfance à Rennes de 2008 à 2014. J'avais lancé un programme et initié le fait qu'on ait dans les jouets, dans les histoires, dans la formation des professionnels, une manière d'amener les choses qui ne soient pas stéréotypées sur les genres auprès des enfants. Je crois que les inégalités entre les femmes et les hommes, elles naissent de plein de choses, mais notamment de l'éducation. Une éducation qui crée des stéréotypes et des inégalités dès le plus jeune âge. Et donc, évidemment, de manière la plus immédiate possible, il faut pouvoir rétablir, ou établir plutôt, une sortie des modèles du patriarcat et de la domination masculine pour des relations beaucoup plus harmonieuses, égalitaires et épanouies entre les femmes et les hommes. Ça commence dès le plus jeune âge, et notamment avec l'éducation. La question que j'aimerais poser est la suivante. À quel moment est-ce que les 3 heures de formation d'éducation à la sexualité obligatoires de la maternelle au lycée seront effectivement délivrées dans les établissements scolaires ? On sait que l'éducation nationale va très mal. Il y aura toute une série de plans sur la question des programmes, du recrutement de professeurs, de leur formation, de leur reconnaissance. On a vu là qu'on avait des difficultés énormes sur le recrutement de professeurs dans notre pays. Et c'est aussi des citoyens qu'on forme, des gens pour qu'ils soient bien dans leur vie. Et l'éducation sexuelle en fait partie. Donc cette ambition-là, on la porte avec la NUP. Nous, avec Fabien Roussel, on avait porté l'idée d'augmenter le temps à l'école, et notamment pour pouvoir avoir la possibilité de développer des choses qui nous paraissent importantes sur le sport, l'accès à la culture. Et l'éducation sexuelle aussi, évidemment, peut en faire partie. C'est même une nécessité absolue. Quels seraient un peu l'avis que nos élus auraient face au nucléaire, si le nucléaire est meilleur ou pire que l'énergie carbone ? L'urgence, c'est la sortie du carbone. Pour ce faire, il y a 2 choses sur lesquelles il faut travailler. La première, c'est d'avoir des formes de sobriété, mais qui sont maîtrisées collectivement pour que ça ne se fasse pas au détriment des conditions de vie, notamment des classes moyennes et des classes populaires. Donc ça passe par exemple par la rénovation thermique de 700 000 logements par an que nous proposons, mais aussi le développement des transports décarbonés. Alors il y a évidemment tous les transports individuels, le fait d'être sur la voiture électrique, le fait d'être sur les modes de déplacement doux, et notamment cyclistes par exemple, qui sont à développer, pour lesquels on propose le déploiement de 100 000 km supplémentaires de pistes cyclables, et la France est très en retard. Mais il y a aussi un aspect dont on parle très peu souvent, c'est le transport des marchandises, et notamment du fret ferroviaire, dans lequel il faut réinvestir très fortement. C'est aussi le fait d'avoir de la production nationale et d'arrêter de faire venir des choses de l'autre bout de la planète, cette souveraineté qui peut se passer sur un certain nombre de choses, et ce rapport entre la production et la consommation
local, on peut faire beaucoup mieux, mais ça nécessite de repenser le rapport au système économique et à la production, ce que nous proposons. Et évidemment, il y a la question des énergies. Et parmi les énergies, il faut augmenter très fortement les énergies renouvelables. Et il y a aussi une énergie qui permet à la France d'être à la pointe au niveau international du point de vue du carbone, mais il faut faire beaucoup plus, c'est l'énergie nucléaire. Il y a eu un abandon par Emmanuel Macron de la recherche sur le nucléaire pour qu'il soit encore plus efficace, et notamment sur la réduction des déchets nucléaires, mais en s'appuyant sur un mix énergétique entre le nucléaire et le renouvelable, on a une réponse de haut niveau dont nous avons besoin face à l'urgence climatique. Est-ce que nos chers élus seraient prêts un peu à dépasser leur confort néolibéral et patriarcal pour venir se réinterroger sur le vivre ensemble et faire un peu plus de pédagogie ? Très rapidement, en 2 secondes, moi je fais partie des élus qui contestent le système. Il y en a, il faut qu'on soit le plus possible. Il y a au moins 300 personnes qui dorment à la rue tous les jours. Il serait bien que la mairie ou la préfecture fasse quelque chose et que les députés se penchent dessus. Il faut construire des logements parce qu'on ne peut pas faire de la propagande pour qu'une ville soit attractive sans prévoir les logements. Ou alors les logements seulement pour les riches. Mais une ville attractive, ça attire aussi les pauvres et les travailleurs. Alors il y a... Je crois au fond beaucoup d'hypocrisie, mais sur une question qui n'est pas évidente vis-à-vis du logement, parce que personne ne veut trop qu'on produise plus de logements, et en même temps tout le monde se plaint du logement trop cher. Et à raison, parce que quand on parle de pouvoir d'achat, souvent on ne parle pas du logement. Il est d'ailleurs extrait, mis de côté par rapport au calcul sur la hausse des prix et la baisse du pouvoir d'achat, alors que c'est la dépense principale et c'est la dépense qui a augmenté le plus toutes ces dernières années. Dans le portefeuille, c'est ce qui pèse le plus. Donc il faut qu'on s'approprie la question du logement. Il y a la question de la rénovation du logement, parce que ça permet d'avoir des logements de meilleure qualité, que le parc existant est celui qui est le plus important, et que c'est aussi baisser les charges et faire du bien à l'écologie. Mais il faut aussi construire des logements. Il faut en construire dans les villes où il y a de la tension entre l'offre et la demande, qui fait que ça pousse les prix à la hausse. Il faut aussi et surtout avoir une régulation du marché de l'immobilier, qu'on fait de manière assez forte à Rennes Métropole, mais qui doit être encore plus forte au niveau national, parce que sinon, la ville est une formidable machine à exclure. Donc il faut augmenter le nombre de logements sociaux, les dispositifs d'accession aider à la propriété avec une maîtrise collective du foncier. Et puis nous, ce qu'on propose aussi, ce qu'on a proposé en tout cas avec la campagne de Fabien Roussel, c'est de se dire qu'il faut aller investir dans la dynamique, le dynamisme des petites et des moyennes villes. C'est aussi une question d'aménagement du territoire, faciliter la présence de services et de commerces en proximité et pas seulement concentrés dans les métropoles. Alors il faut assumer dans les métropoles, mais il faut aussi assumer les équilibres territoriaux et peut-être aussi, en le faisant, arrêter d'avoir une cassure qu'on a en France entre les territoires périurbains, ruraux et les territoires urbains, parce qu'en réalité, le manque de logement et la déconsidération du logement créent des fractures sociales sur l'ensemble du territoire. Le rallongement des pistes cyclables et les aménagements urbains pour les vélos vont être des pistes cyclables protégées et non pas juste une voie ouverte pour les voitures. Alors nous, les communistes, on propose la création dans le quinquennat de 100 000 km de pistes cyclables supplémentaires et d'un plan d'1 milliard d'euros de l'État en appui des collectivités pour le développement des aménagements cyclables, ce qui est une question de sécurité routière, de mieux vivre dans la ville, effectivement, et une question écologique évidemment majeure. Moi j'avais une question par rapport aux vraies mesures un peu radicales et non pas juste des mesures un peu en surface qui donnent l'air de s'inquiéter du climat alors qu'au fond ça change pas grand-chose. Effectivement, pour faire face aux grands défis écologiques, le greenwashing, comme on disait il y a quelques années, ça ne suffit pas. On ne pourra pas s'en tirer non plus avec des slogans. Et pour nous, les communistes, il faut regarder en fait une réalité. C'est que les 1% les plus riches
de la planète, même si on peut peut-être avoir tous notre part de responsabilité, et les multinationales qui, de loin, participent le plus aux dégâts écologiques sur la planète. Donc, il y a une question de changement de système radical à opérer, et peut-être une originalité de notre approche, c'est d'envisager le fait qu'on ait une pensée différente sur les modes de production, et que la production économique, elle soit au moins co-décidée pour les grandes entreprises, avec les travailleurs, les citoyens et les élus. Et cette manière de considérer les choses, c'est par exemple ce qu'on a fait avec la mise en place à l'appui de Terre de Source, qui est un programme local d'amélioration écologique de la production agricole, dans le cadre d'une société coopérative qui est partagée dans la gouvernance avec les collectivités locales, les agriculteurs, les associations de consommateurs et d'environnement, les élus, voilà, et qui font qu'on peut décider ensemble de comment on produit, de comment est-ce qu'on fixe les prix. Et c'est ces changements radicaux qu'il faut opérer. Radicaux, pas parce qu'ils seraient violents, mais radicaux dans le sens où ils prennent les choses à la racine. Et c'est comme ça, on pense, que l'on réglera de manière efficace les questions écologiques. Vous n'êtes pas sans savoir que la santé est en souffrance actuellement. Les difficultés actuelles sont vraiment présentes, avec un manque de personnel qui a fui suite à des mauvaises conditions de travail. Je suis d'autant plus sensible à la question des hospitalières et des hospitaliers que je suis moi-même fils d'hospitalière, que je suis adjoint à la santé à Rennes et président du réseau français des villes santé de l'OMS. Et justement, dans une des déclarations que nous avons produites cette année, on soulignait à quel point on souffre de déficits structurels sur le personnel et les équipements publics en santé dans notre pays. Et malheureusement, on l'a bien vu pendant la période Covid, avec ce paradoxe, c'est qu'en même temps, c'est l'hôpital public, notamment, qui a soutenu à bout de bras le fait de tenir face à cette crise sanitaire, avec un engagement de haut niveau du personnel pour le bien commun que je tiens à saluer. Et évidemment, là aussi, derrière des discours en fait où d'un côté il faut applaudir à 20h tous ces personnels-là, mais de l'autre côté on dit que les fonctionnaires c'est des feignants et qui sont trop payés. La vérité c'est qu'on a des métiers très majoritairement féminins, mais qui ne sont pas que féminins, mais qui en tout cas sont sous-payés. Et c'est l'ensemble des métiers en fait où on prend soin des autres, dont on a beaucoup besoin, d'autant qu'il y a le vieillissement de la population qui est en cours, qu'il faut revaloriser. Et revaloriser et reconsidérer, c'est aussi concevoir qu'on puisse avoir une baisse de leur temps de travail, tout en ayant une hausse de leur rémunération. Et c'est ce qu'on propose notamment avec les 32 heures, pour que ça s'applique déjà en premier lieu à ces personnels pour lesquels on a du mal à recruter. Je pense notamment aux aides-soignants, par exemple, mais il y en a tant d'autres. Et donc ça, c'est un investissement en fait de la société pour qu'on se protège mieux, tout simplement. Est-ce que c'est normal de laisser des gens travailler 35 heures par semaine et qu'ils n'aient pas de quoi vivre à la fin ? 1000 fois d'accord, c'est toute la campagne qu'on a menée sur la vie chère et sur le pouvoir d'achat. C'est pas une question de luxe en fait, on est juste en train de parler de la majorité des Français qui ont du mal à finir les mois, ou qui, en cas de pépin sur, je sais pas, la machine à laver, la voiture, que sais-je, se retrouvent dans des situations pas possibles. Une étude qui avait été commandée par le Secours populaire en septembre nous montrait que 30% des ménages français ne pouvaient pas se nourrir avec 3 repas équilibrés par jour pour des questions d'arbitrage financier. C'est insupportable dans la 6e puissance économique du monde. C'est la raison pour laquelle on propose l'augmentation du SMIC à 1 500 € net, l'augmentation des pensions à 1 200 € net minimum, et l'augmentation de tous les salaires, et en particulier évidemment des salaires les plus bas et des salaires moyens. En fait, c'est juste une question de justice et de bon fonctionnement de la société et de vivre ensemble, alors que de l'autre côté, on a les richesses qui explosent chez les plus riches et dans les dividendes qui sont versés par les plus grandes entreprises. Donc l'argent, il y en a, il faut juste le mettre au bon endroit, et notamment pour la France du travail, qui se lève tous les matins ou le soir pour travailler de nuit, pour certains, pour le bien commun et le vivre ensemble.
Je suis brésilienne, j'habite en France depuis 9 ans, je suis mariée depuis 7 ans, j'ai 2 enfants et ma question est pourquoi je paye 225 € tous les 2 ans pour un titre de séjour. On est dans un système dit démocratique qui dysfonctionne. La Ve République, elle est à bout. Le présidentialisme, le sentiment qu'il donne que tout est décidé par un seul homme, en fait, ça crée une déconnexion de la société, des citoyens vis-à-vis des lieux de pouvoir. Or, la politique, son rôle, c'est de faire en sorte que les citoyennes et les citoyens ils puissent décider et ne pas subir ce qui vient du pouvoir, de la force, de l'argent, etc. Donc nous, on propose une 6e République dans le cadre de l'accord avec la NUP, qui est un compromis entre les forces de gauche, pour lequel on avait vraiment un accord sur le fait de pouvoir rénover le fonctionnement de notre République, de donner une place beaucoup plus forte aux citoyennes et aux citoyens pour que les décisions se prennent beaucoup plus en accord avec ce qui peut s'exprimer dans la société. Et sans doute que c'est la manière de produire des décisions qui seront moins verticales et moins brutales et violentes pour les individus que de procéder de cette manière. Ce qui a aussi une vertu pédagogique de faire le lien entre sa vie individuelle, qu'il faut évidemment faire respecter, et le fonctionnement collectif dont on a besoin aussi pour faire société. Quel est l'avenir de la démocratie en France, et notamment de la liberté individuelle et collective au niveau de l'action? Parce que j'ai l'impression qu'on a de moins en moins de liberté. Bon, en fait, depuis trop longtemps, la question de l'immigration, elle est instrumentalisée pour jouer avec les peurs. En fait, on n'est pas un pays qui accueille beaucoup d'étrangers et en plus, surtout, on le fait mal. Et le problème, c'est qu'on a des femmes et des hommes qui habitent sur le territoire français, qui ont envie de s'engager, de travailler, qui d'ailleurs beaucoup le font et parfois de manière irrégulière parce que leur situation administrative ne leur permet pas de le faire, mais il faut bien qu'ils vivent. Et eux, en fait, ils demandent juste à pouvoir contribuer à la société française, pouvoir bien parler, s'y intégrer, que leurs enfants puissent y grandir. Il se trouve que c'est aussi mon histoire personnelle et quand on est investi dans ce pays, on lui apporte. Ça a été pendant longtemps la grandeur de la France que de pouvoir s'enrichir des apports de gens qui venaient de partout dans le monde. Il faut qu'on retrouve cette capacité de la France à être la force des Lumières qui est ouverte au monde et tout en étant fière d'elle-même plutôt que d'être recroquevillée et de créer des situations pas possibles et même souvent inhumaines pour des gens sur un fond de racisme qui en fait nous fait du mal à toutes et tous. C'était Yannick Nadessan, porte-parole du Parti communiste français en Ille-et-Vilaine pour les élections législatives. Rennais depuis 39 ans, adjoint à la maire de Rennes, délégué à la santé et au vieillissement et conseiller de Rennes Métropole en charge de l'agriculture et de l'alimentation.